Donc je voudrais me prononcer sur notre réponse en tant que militant colonial. Évidemment, je souscris à tout ce qu'a dit le camarade Kanak. J'ose espérer que le temps qui serait bénéficié par les Kanaks, le temps de la réflexion, va les aider, je dirais, à mieux gérer leur espace et leur avenir. Maintenant, concernant les Comores, alors, la question elle est fondamentale et difficile. Les responsabilités des locaux comoriens par rapport à leur avenir. Alors, je commence par une première chose. D'abord, n'essayons que, d'une manière analogique, si je puis dire, c'est la question de la Palestine par rapport au monde arabe, elle doit garder sa centralité. Le problème, la problématique récente, ces derniers mois, c'est ce qu'on appelle les soulèvements arabes. On ne sait pas où ça va. Il n'y a pas eu de printemps arabe, il n'y a pas eu de révolution, parce qu'il y a eu une préparation, mais il y a eu une brèche. Et il y a une qualité du débat qui est à interroger. L'arabe, il fait quoi? L'arabe, en fait, il n'y a pas eu l'arabe qui prend son sort en main. Il y a eu un Tunisien qui voulait se débarrasser d'un dictateur, Machallah, il est parti. Maintenant, il y a un Syrien qui a le même problème avec ce qui met au bout. Ça m'amène à ma troisième question. Il y a une responsabilité sur le terrain de ce que veut devenir celui qui commence par dire ok, l'occupation ça suffit, je vais prendre mon sort en main. Bon, comme dans tous les pays émergents ou autres, la démocratie est fondamentale. La démocratie dans nos pays elle est fondamentale. C'est pour ça qu'on doit commencer à juste titre par nous débarrasser des dictateurs. Les dictateurs qu'on nous impose, et dans l'Afrique noire, c'est des dictateurs qui défendent les intérêts de Elf Total par rapport au pillage des ressources. Et dans le monde arabo-musulman, c'est des dictateurs ou des pétro-monarchies qui défendent les intérêts de l'occupant impérialiste américain ou autre, avec les bases, etc. Tu ne peux pas t'asseoir et réfléchir raisonnablement quant à les bases. Donc, maintenant, cela s'illustre précisément au Comores. J'étais à Moroni, la capitale comorienne, il y a exactement 2 semaines. Pose les questions. Vous savez que Mayotte, là maintenant, on va se battre avec l'Union européenne. Vous vous rendez compte il faut qu'on commence, il faut qu'on se réveille. Qu'est-ce qu'on me répond? Je vous le fais la démonstration. On me répond, mais vous savez, on a d'autres soucis, on est tellement pauvres qu'il va falloir commencer par se développer. Moi, quand j'étais gamin, là, avant l'indépendance, on m'a dit la même chose. On n'est pas plus développé, ni moins développé. On a des problèmes internes à gérer. Mais ils disent quoi alors? C'est quoi la solution? Ils disent, quand les Mahorais vont voir que on commence à émerger, ils vont nous rejoindre. J'ai dit, mais oui, mais il n'y a pas de Mahorais. Il n'y aura pas de Mahorais à ce moment-là. Parce que toi-même, tu sais, tu es fini. Tu es tellement occupé dans ta conscience et aliéné que tu n'existes même pas en tant qu'entité comorienne. Il y a la nationalité, la nation comorienne, est-ce qu'elle existe en d'autres termes? Il faut qu'on se batte sur le terrain pour notre démocratie. Notre démocratie et notre capacité à nous prendre en charge. Parce que le discours qui consiste à dire on va se développer, qui va nous développer, c'est François Hollande, qui a fait signer au président un accord bilatéral, amical, de coopération. Et les gens qui font carrière politique là-bas, ils sont de multiples partis, ils veulent chacun prendre, d'abord être en visibilité de François Hollande, et de 2, prendre la part du gâteau pour faire quoi? Pour faire, pour faire du développement. Il n'y a rien de plus vague lorsque un peuple n'a pas véritablement un projet de devenir. Le devenir de l'Afrique, c'est la tête haute, rassembler son élite, penser le devenir à partir de l'Afrique. Donc moi je dis, il faut penser l'Afrique globalement à partir de l'Afrique et à partir de ses élites.
que nous sommes plus ou moins éparpillés dans le monde, et avoir un programme de développement. Mais il n'y a pas de programme de développement si on n'a pas le socle d'une vraie démocratie en autre façon. Et ça m'amène au dernier étage de ce développement pour dire, si vraiment on a ça en perspective et qu'on n'a pas Paris, qui dicte là-bas, eh ben, on va faire du développement avec de la diversité de partenariats. L'Afrique a besoin de diversité de partenariats. Moi, en tant que Comorien, j'ai besoin d'échanger avec fluidité avec le Tanzania, avec le Mozambique, avec le Malgache, et j'ai besoin d'être... Vous savez, on a vu les Turcs, hein. Les Européens ne voulaient pas des Turcs. Et aujourd'hui, ils tapent à la porte. Pourquoi? Parce que le président turc a montré qu'il sait se développer à sa façon. En jouant la diversité du partenariat avec des pays, avec un certain nombre de pays. Il faut qu'on se pense à partir de nous. Et donc, il n'y a pas... Après, ne pas aller vers la recette de cuisine, plus loin que ça. Trois choses. Débat, démocratie, et deux... la deuxième chose, c'est jouer la diversité du partenariat et évidemment, à partir des débats démocratiques, faire émerger la vraie élite qui pense à la nation. Parce qu'aujourd'hui, dans le problème de Comores, quel est le risque? C'est que tout le monde veut être en visibilité par rapport à l'occupant pour que son parti passe, mais quand il passe, vous savez, même pas République bananière. Hein. Aujourd'hui, en Tunisie, c'est les Russes qui avaient... Moi, je les ai croisés, les gens là. C'est quoi ton programme? Ah oui, mais on y arrivera. Vous savez, dans ma région, il y a des routes. Alors, la division, les régions, les machins, il n'y a aucune perspective. Et quand tu lui dis, ouais, mais tu es en capacité de réfléchir, il dit, non, mais j'ai pas le temps. Mais pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que je suis occupé, en gros, parce que je suis occupé et que je n'ai pas le temps de réfléchir. Et tes enfants vont devenir quoi? Vont hériter de quoi? Voilà, donc c'est sur ces trois notions-là, l'Afrique va s'en sortir. En d'autres termes, un projet économique, mais avec une grande vigilance quant à la maîtrise des enjeux politiques et donc géostratégiques. Juste quelques petits points qui peut expliquer, mais qui ne peut pas justifier les politiques auprès de nos compatriotes qui sont restés au pays. J'ai parlé du cas des Comores où il y a eu près de 20 coups d'État ou tentatives de coups d'État, toujours organisés par le mercenaire français. Ensuite, il y a eu 4 assassinats de présidents comoriens, toujours par la même personne, par la même voie. Donc, ça sert de leçon au futur président de se la fermer, surtout concernant la question de l'île comorienne de Mayotte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a parlé ici du contrôle de la monnaie. Dans les anciens pays, dans les anciennes colonies françaises, on a ce qu'on appelle le franc CFA, c'est-à-dire le franc des colonies. Le nom initial, c'était le franc des colonies françaises. Donc, ce contrôle de la monnaie constitue la plus grande faiblesse des anciennes colonies, parce que quand un pays, la France l'a bien vécu, quand elle a été occupée par l'Allemagne, l'Allemagne a créé une institut monétaire dans laquelle les Allemands venaient avec un Deutschmark avoir 10 fois plus de produits que s'il y avait, avant l'occupation. Donc, ça, c'est la façon de contrôler la monnaie d'un pays. C'est ce qui arrive sur 17 pays en Afrique, où c'est le franc CFA qui domine et qui sert en même temps d'outil de chantage. Si vous acceptez pas les injonctions de l'ancienne puissance coloniale, dans ce cas-là, on va bloquer votre banque centrale, on va bloquer votre monnaie, sachant que les administrateurs des banques centrales africaines se trouvent tous à Paris. Ils n'ont jamais mis le pied en Afrique. C'est pour vous dire à quel point ces pays-là sont phagocytés par l'ancienne colonie, par l'ancien colonisateur. Je vous recommande là-dessus le livre de Nicolas Akbou, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ».
Là, vous allez comprendre comment l'ancienne puissance coloniale et maintenant avec l'euro, ils détiennent les pays africains qui dépendent donc du franc français. Donc ça c'est l'autre partie. Maintenant je vais sur nos pays là-bas. Regardez ce qui est arrivé avec Sarkozy et Gbagbo. C'est un coup d'État militaire organisé par Paris, exécuté sans mandat de l'ONU par l'armée française. Il n'y a aucun pays, aucune population n'a soulevé, n'a condamné cette ingérence et ce coup d'État. C'est pour vous dire qu'il y a la politique de la terreur, il y a la politique de contrôle financier, il y a aussi la politique de déstabilisation, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc il faut, pour conclure mon propos concernant les Comores, depuis 1975, on s'est battu contre l'occupation française de l'île comorienne de Mayotte, avec cette entourloupe de RUP, c'est-à-dire de rattacher l'île comorienne de Mayotte à l'Union européenne, c'est-à-dire là on a en face 28 pays qui vont signer cet acte parce que les gouvernements successifs français, ils ont su vendre cette chose-là à l'Union européenne pour lui dire que maintenant on a installé des bases d'écoute à Mayotte, accepter ou faciliter l'intégration de Mayotte, comme ça elle sera ancrée définitivement comme faisant partie de l'Europe. Mais pour tout cela, c'est pour oublier que en 1975, les 27 pays européens ont tous signé à l'ONU l'admission des Comores à l'ONU. Ils ont tous signé, les 27 pays. Aujourd'hui, on pensait que dans les pays démocratiques, il y a ce qu'on peut appeler la continuité de l'État. Ceux qui ont signé en 75, ce qui a été signé en 75, doit être respecté par les gouvernements actuels. Maintenant, ils sont arrivés justement à un consensus qu'on oublie ce qu'on a signé en 75 pour justement que Mayotte revienne, fasse partie des régions ultra-périphériques de l'Europe, pour justement garder les bases d'écoute qui sont installées là-bas, c'est l'équivalent de échelon, mais ça c'est pour l'Europe, pour justement espionner les communications en Afrique. Mais pour nous en tant que Comoriens, ça a engendré plus de 10 000 morts depuis 1975. Donc des fois, quand je me dis que je suis français, j'ai honte parce que tout ce que l'État français fait là-bas, il le fait en notre nom en tant que citoyen français. Merci beaucoup. De toute façon, ce débat, on va le poursuivre aussi avec le prochain, avec le Mali, puisqu'il y a de fait beaucoup de choses qui sont un peu liées, puisque le Mali est un de ces pays dépendants de la France-Afrique, contrôle notre idée. On n'a pas de leçon à leur donner. Mais par contre, nous, en tant que Français, on a une responsabilité fondamentale de réfléchir à notre responsabilité, l'exploitation et la misère dans laquelle on a mis beaucoup de ces pays. Je pense en particulier, n'oublions pas que le franc CFA a été dévalué de 50% sans qu'aucun pays africain ait son mot à dire. Les financiers français ont décidé de couper en deux le pouvoir d'achat de tous ces pays africains. C'est la France qui a toute cette responsabilité de mettre en misère une partie colossale des peuples africains et qui gère économiquement et politiquement, comme l'a bien expliqué, par les services spéciaux de FOCAR et qui continue. Parce que n'oubliez pas que Hollande a reçu déjà 8 présidents africains de ces dictateurs depuis qu'il est au pouvoir, avec tous les honneurs à l'Élysée. Donc c'est une politique qui se poursuit. C'est notre responsabilité française, en France, de poser ces problèmes de responsabilité et de coopérer avec justement les peuples de ces différents pays pour que les choses changent et que les droits français puissent revenir dans le droit français, dans le droit de l'homme, tel qu'on s'est battu pendant des siècles et des siècles dans ce domaine. Je crois que cet ensemble, vous allez avoir toute une série de débats sur ce stand, sur ces 2 jours, qui sont autour de cette approche, autour de cette démarche fondamentale pour nous, de dénoncer cette démarche colonialiste, qui n'est pas la même qu'autrefois, il y a 50 ans, mais qui, en fait, contrôle par des voies plus sournoises que c'était avant, les économies et les vies
de tas de populations, en particulier en Afrique, mais aussi en Kanaki, etc. Je crois que c'est tout cet aspect qu'il faut voir. Oui, je voulais intervenir sur du même point de vue, c'est-à-dire nos responsabilités ici, en tant que militants anticoloniaux ou anti-impérialistes ici. Je pense qu'une des réponses au problème que tu poses, c'est vrai que les dictateurs et les clans qui sont autour d'eux ont une responsabilité énorme vis-à-vis de leur peuple. Mais notre réponse ici, c'est soutenant les peuples et pas les dictateurs, celle qui est sur la banderole de survie. Et ce soutien, il passe, et il ne doit pas être seulement en parole, il passe par un combat concret et acharné contre la politique des différents gouvernements français. Et là, de ce point de vue, vous avez tout à fait raison d'en souligner la continuité. Elle passe par le pillage de Total, de Bouygues, de Areva, etc., de Bolloré. Voilà. Je pense qu'il y a aussi des choses et des combats communs que nous avons à mener dans les prochaines échéances. Bon, il y en a une qui est très proche et conjoncturelle, ce sera sans doute le sommet, la convocation à Paris des chefs d'État africains par François Hollande, et il sera important de manifester notre opposition. Et puis je crois qu'il y a dans l'année qui suit la renégociation des accords ACP, qui sont un des instruments de domination de la France et de l'Union européenne aussi sur les pays, les anciennes colonies. Voilà, c'est ce combat-là que nous avons mené. Je voulais juste signaler, pour ceux qui sont intéressés, que je suis militant du BCOF, que nous avons dans notre stand une exposition justement sur combattre la politique, la France-Afrique et la politique de guerre de l'impérialisme français. Et pour ceux qui sont intéressés, vous serez accueillis avec plaisir. Je crois qu'on va pratiquement arrêter dans 1 ou 2 minutes, parce que pour préparer le prochain débat, mais comme il y a des choses qui sont assez proches en définitive, même si c'est pas la même chose, mais il y a quand même un fond politique qui est très sous-jacent, une même continuité. Merci à tous d'avoir assisté à ce débat. Juste pour ceux qui veulent avoir des informations sur nos écrits, j'ouvre une liste là. Vous laissez votre adresse mail. Ce serait avec plaisir, on vous fera parvenir tous nos écrits. Merci. salariés ont toujours été payés. On n'a pas connu, il y a eu la continuité de l'État tunisien. Ces problèmes, on a commencé à les connaître avec le gouvernement de la Troïka après les élections du 23 octobre. Donc ça, c'est un problème de dérèglement. Ces dérèglements posent un certain nombre d'incertitudes sur le pays. Posent et génèrent des incertitudes qui sont évidemment des incertitudes en rapport avec ces dérèglements. Et là, je songe au principe et aux objectifs de la révolution. Il y a des incertitudes quand on parle de la bataille contre la corruption. Il faut savoir, et ça c'est des rapports officiels, jamais la corruption n'a atteint des niveaux aussi élevés que l'est actuellement la corruption en Tunisie. Du temps de Ben Ali, la corruption c'était un système centralisé. Il y avait une tête et personne ne pouvait jouer à droite ni à gauche. On lui coupait la tête. Maintenant, la corruption est un système éclaté. Dans chaque patelin, n'importe quel notable Nahraoui aujourd'hui est capable de générer et de créer son propre système de corruption. Et ça, c'est des rapports officiels. Je n'ai aucun mérite pour parler de cela. L'emploi
embauche la jeunesse. Tous ces principes de la révolution maintenant sont écartés. On n'est même pas capable de réparer les blessés et les familles des martyrs. Jusqu'à aujourd'hui, ce dossier n'a pas été résolu, alors qu'on a résolu un certain nombre d'autres dossiers qui ne concernent qu'une petite infime partie des Tunisiens, qui ne concernent pas tous les Tunisiens. Évidemment,